Sur l'île tunisienne de Djerba, la plus grande d'Afrique du Nord, la population locale partage son quotidien avec l'une des plus anciennes communautés juives du monde. Suite à la destruction du temple de Jérusalem par les Romains en l'an 70, nombreux furent les Juifs qui prirent la fuite en direction de Djerba et y trouvèrent refuge. Ils y construisirent la plus célèbre des synagogues d'Afrique du Nord, la Griba, également surnommée la Miraculeuse. Selon la légende, une pierre du temple de Jérusalem aurait été incorporée dans les fondations de cette synagogue. Chaque année, 33 jours après la fête de Pessa, la synagogue de la Griba est le site d'un pèlerinage auquel participent des milliers de Juifs venus d'Afrique du Nord, du Proche-Orient, d'Israël, de France et des États-Unis. La Ménara, sous forme de pyramide recouverte de foulards et de rubans, que les fidèles transportent en une longue procession de Har Srira jusqu'à la synagogue. Les 5 paliers de la Ménara représentent les 12 tribus d'Israël, les rabbins les plus connus de Tunisie, le rabbin Meyer et le rabbin Shemoun, l'étoile de David avec le nom de Dieu et, tout en haut, la table des lois en or massif. La Griba, probablement la plus ancienne synagogue du bassin méditerranéen, si ce n'est plus. Alors, d'où vient la Griba? C'est quoi son histoire? On a raconté plein d'histoires. Griba, Riba, en arabe peut dire aussi étrangère. Alors on a dit que c'est une femme qui est morte, on l'a enterrée, on a fait une synagogue à son honneur. C'est pas habituel. Chez les Juifs, on ne fait pas beaucoup ça. L'idée la plus originale, ça serait que les Juifs auraient ramené un souvenir du temple de Jérusalem et auraient construit une synagogue dessus. Où on trouve le mot Jerba, c'est en hébreu. Mais il n'y a pas le G en hébreu. Ils ont pris le guimel, ils ont mis un point dessus. Et ils le lisaient je et Jerba. Vous imaginez que si ce point vient au milieu et que ça devient un re et ça devient un riba par un jeu de i, ça peut tout à fait venir de là. Et comme ça, on aurait lié de manière extraordinaire cette Griba à Djerba elle-même. Les maisons fortifiées de Djerba, appelées Menzel, sont typiques pour l'architecture de l'île. Située dans le golfe de la Grande Sirte, toute proche des côtes du sud tunisien, Djerba est une île paradisiaque dont le point culminant s'élève à 52 mètres. 1 million de palmiers ainsi que de vastes oliveraies donnent à Djerba son cachet particulier. Plus de 200 mosquées contribuent au charme incomparable de l'île. Une partie de la population musulmane est de croyance kharadjite, dont les 2 millions d'adeptes dans le monde ne sont qu'une minorité. Déjà à l'époque romaine, Djerba était un centre commercial de toute première importance. 2 empereurs romains y ont vu le jour. De tout temps, l'île fut le théâtre de sanglants affrontements et servit pendant longtemps de base aux pirates de la Méditerranée. Souvent, les insurrections éclatèrent pour assurer aux habitants de l'île leur liberté et leur indépendance. Le chef-lieu et centre commercial de l'île se trouve aujourd'hui à Umtsuk, le site du marché. La cohabitation des habitants est tout aussi pacifique. Qu'ils soient musulmans ou juifs, il est vrai que rien ne les distingue les uns des autres. Au cours des ventes de poissons à la criée, les acheteurs sont aussi bien juifs que musulmans. Djerba a toujours été, à sa façon, un havre de paix pour des communautés multiples. Des communautés musulmanes, la communauté juive, qui continue jusqu'aujourd'hui, qui persévère dans son être et qui permet aux différentes foi de s'exercer pleinement. Je crois que la Tunisie est, de ce point de vue, exemplaire sur le plan de l'histoire et sur le plan de la Constitution. La communauté juive a existé, sur le plan historique,
elle a participé au mouvement national, et aujourd'hui, la Tunisie est l'un des rares pays dans lesquels la communauté juive peut non seulement exister, mais développer pleinement sa culture. Vous n'avez qu'à vous présenter à l'école juive de Djerba pour vous en persuader. La Tunisie, joyau méditerranéen situé entre la mer et le désert. Anciennement comptoir phénicien de toute première importance, ensuite province romaine portant le nom Ifriqiya, ancêtre de la dénomination de tout un continent, la Tunisie est un creuset de peuples et de cultures. Berbères, phéniciens, grecs, romains, vandales, arabes, espagnols, turcs et bien d'autres. La Tunisie, toujours part entière du bassin méditerranéen, ouverte vers l'extérieur et modèle de tolérance envers ses minorités. C'est la communauté de Djerba qui était plutôt marginale, qui est restée conservatrice, qui a refusé l'école française, qui a refusé l'acculturation au système occidental. C'est la communauté qui a pu se sauvegarder et sauvegarder avec elle une partie de la mémoire de la Tunisie, de cette mémoire plurielle, cette mémoire de la société traditionnelle, non comme elle a été fixée par la vision de l'autre, par la vision des voyageurs du 19e siècle, mais une mémoire plus riche, une mémoire à la limite, je dirais, cosmopolite, surtout lorsqu'on se situe dans cette façade méditerranéenne, surtout à Tunis, mais aussi ailleurs, sur les villes du littoral. La cité musulmane a été aussi la cité de l'ouverture sur les apports de la Méditerranée. On dit que, la légende dit que Dieu a créé Djerba depuis 1 million d'années pour inonder le cœur de ceux qui la visitent de bonheur et de joie. Cette légende est restée vraie jusqu'à maintenant. Djerba est une île de cohabitation des communautés parce qu'elle a été toujours une île où les civilisations ont passé dans cette île. C'est les Grecs, les Phéniciens, les Romains, les Germaniques, les Espagnols, les musulmans et d'autres. Alors, il y a eu aussi le déplacement de certains juifs du Moyen-Orient vers Djerba pour leur sécurité après la destruction du temple de Salomon au Moyen-Orient. Cette communauté vit depuis longtemps à Djerba, en bonne cohabitation avec les musulmans qui sont les Berbères, les originaires de Djerba, d'une cohabitation tranquille et continue. Ces deux communautés ont des points communs, la croyance en Dieu, la piété et aussi leur occupation dans le commerce. Et nous savons, d'après l'histoire et d'après ce que racontaient nos grands-parents, que depuis un bon bout de temps, et ça datait de très loin, que la communauté juive était installée à Djerba et que depuis des centaines d'années, cette communauté se développait et vivait côte à côte avec le peuple musulman et avec les Djerbiens qui étaient ici dès le départ, avec les Berbères au départ et un mélange des autres civilisations qui sont passées par la Tunisie et spécialement par l'île de Djerba. La Tunisie en général, à partir de Carthage, Carthage qui s'appelait Ifriqiya, qui a donné son nom à l'Afrique, l'Afrique, c'est l'origine du mot était Ifriqiya, avait avalé plein de populations. C'est ça la spécificité de la Tunisie. C'est un pays qui est fait de différentes personnes. C'est une mosaïque de peuples, c'est un carrefour de différentes populations qui sont arrivées tout en gardant leur spécificité, leur singularité, vivre ensemble. Et les Juifs de Djerba ont une réputation dans le monde entier pour leur authenticité.
que ce soit en Israël, en France, ils apportent quelque chose, une culture authentique. La communauté juive de Djerba possède ses propres écoles enseignant la Torah et l'hébreu. Outre les cours obligatoires qu'ils doivent suivre dans les écoles publiques, les enfants y apprennent les fondements de leur culture et de leur religion. La ville de Houmsouk est à l'origine une ville en deux parties. La partie du souk et une autre partie composée par Hara Kbira, qu'on nomme aujourd'hui Eswani. Entre les deux, il y avait un grand espace vide. Vu le développement économique de l'urbanisation en particulier, l'extension de la ville s'est faite entre les deux parties et a collé de cette manière Eswani à Houmsouk. De cette manière, on est en présence actuellement d'une ville, disons, unique. Le quartier de Hara Kbira est habité à l'origine exclusivement par une communauté israélite. Et depuis pratiquement une trentaine d'années, cette partie de la ville est habitée aussi par des Tunisiens d'origine arabe et tout se passe très bien. Il y a une grande tolérance d'une communauté vers l'autre et cette partie de la ville a profité aussi de programmes de rénovation urbains. De cette manière, elle a été préservée et même mise en valeur. Selon des sources non confirmées, les premiers Juifs se seraient installés à Djerba en 586 avant Jésus-Christ, après la destruction du temple de Jérusalem par Nabuchodonosor II, roi de Babylone. Au cours des siècles qui suivirent, les vagues de Juifs expulsés de leur pays d'origine vinrent grossir la communauté de Djerba. C'est ainsi que les Juifs d'Andalousie, venus après la conquête de l'Espagne par les chrétiens, appartiennent à une communauté particulièrement orthodoxe. Moi, ça ne me dérange pas de vivre ici, au contraire. Au contraire, j'apprends plein de choses que je ne connaissais pas. Du point de vue du rituel judaïque, même de l'application de la religion. Je ne dis pas que je suis d'accord avec un certain nombre de choses qui se font au point de vue de la pratique, qui sont très dures, très difficiles à admettre quand on l'a jamais fait. Mais je respecte. Je trouve que c'est une façon pour cette communauté de survivre, de rester présente. La communauté juive de Djerba, la légende veut qu'elle soit arrivée en Tunisie après la destruction du premier puis du deuxième temple de Jérusalem, mais probablement aussi avant. Les Juifs ont été esclaves ou commerçants à l'époque des Phéniciens ou encore plus tôt, et ils seraient arrivés à Djerba puisque Djerba était elle-même un comptoir phénicien. Après la destruction du premier temple, ils se sont hébergés, ils ont été hébergés à Djerba. Et là, on dit qu'il y a eu 7 grandes familles qui sont arrivées. Probablement parmi eux des Cohen, des Lévi. Ils se sont installés à Djerba au début du côté d'El-Kantara. Et puis ils sont rentrés dans l'île et ils ont habité quasiment toute l'île. Ils se sont réunis en 2 quartiers, la Hara Kibira et la Hara Srira principalement, que probablement au cours du milieu du 19e siècle. Avant, ils habitaient sur toute l'île. Nous sommes entrés dans un lieu sacré, c'est pour ça.
On lave 3 fois ici et 3 fois ici. Et après, on s'essuie les mains et on rentre dans une pièce sacrée, on fait Baruch Bab Mahou Kadosh. Le lieu est sacré. لما رقصوا يم الهميم يا قريخي تصيبوا ما الخير راسو جدين نجدو يا حد على ضناي ويا المسيحو نلتقات مسرتيمو نسلخ منو عبوتيمو يوشي بالسمام الحق اسحاق ضناي العقلمو اجي دبري لمو بابو بحرون ويباليمو واني نساخ. Je suis à la synagogue pariante qui date depuis 1879. Au nom de Pariante, celui qui l'a construit, c'est Pariante, Monsieur Pariante, avant la famille Pariante. Il y avait la famille Pariante, il y avait la famille Kabla aussi. Moi, je suis Raphaël Kabla, commerçant, Omtsouk Djerba et tout. Et j'habite ici à Omtsouk. Nous sommes que deux familles seulement. Avant, il y avait beaucoup de gens qui habitent à Omtsouk. Maintenant, ils habitent à Al-Hara Kbira, à la Kbira Souani. Il faut au moins 10 hommes pour qu'une prière puisse avoir lieu dans la synagogue. Le manteau des prières, le talit, fait aussi bien partie du rituel que les sangles de cuir appelées téphilim. Celles-ci doivent être fixées sur le bras gauche, le cœur et le front. Elles renferment une capsule où se trouvent de petits rouleaux de parchemin sur lequel est écrit « Yahvé notre Dieu est unique ». On fait Menha et Arbit 2 fois le soir. Le matin, on n'en fait pas. On ne peut pas venir parce qu'il n'y a pas du monde. On ne peut pas. C'est avec 10 personnes qu'on fait la prière. Et chaque jour, sauf le samedi, moi j'irai à Arakbira, 2 km, à pied pour faire la prière. La grande prière se pratique debout. Selon le rite orthodoxe, les hommes doivent toujours garder la tête couverte. Les prières sont dites le corps tourné vers Jérusalem. Et les gens, ils viennent ici à la synagogue pariante depuis longtemps. J'avais depuis 1970, j'avais la clé plus que 25 ans. J'avais la clé et puis je le donnais à un autre. Avant, il y avait chez Jacob Chiri, actuellement musicien à la Arakbira. جادلي بحسدخ ويبي واملخ العاد على عم حبيبخ وامشولنا ليعو الميعاد. Jacob Chiri, 87 ans, canteur de la synagogue, invoque les rapports entre les croyants et leur Dieu. حبيبك وامشولنا ليعو الميعاد يا ما يرشيلح جوالي رحمن
رحمن رحمن اقشب من مروم حسوي طيبة جرالي وامشول عليا النعيم لا إله إلا لا 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 إله إلا لا 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 لا. Et Jacob Chiri, le musicien, il était ici, il habite ici à cause de ses enfants et il habite maintenant à la Harakbira. Jacob Chiri, qui est né en 1913. Avant, il y avait au moins beaucoup de familles, mais ils sont partis. Il y a des qui sont partis en France, il y a qui sont à Harakbira, 2 kilomètres d'ici. Il y avait beaucoup, il y avait les familles Cohen, les familles Aidan, les familles Fenesh, Haddad. Ils ont changé à cause de leurs enfants. Ils sont mariés avec des gens à Harakbira et tout. Ils ont habité à Harakbira. سير يعقوب رعيبان اسمه سير مطعن ريوبي بخول يحاول تنسيق وتقبل بجورتك كقربان مليح. Djerba a accueilli différentes sortes de juifs. Non seulement ceux qui sont arrivés après le premier temple ou après le deuxième temple, mais aussi quand Kairouan a été envahi par les Béni Hillel, quand les Juifs sont sortis de Kairouan. Probablement, le Djerba a accueilli les Juifs de Malte, ils ont accueilli les Juifs de Grèce. Ma famille est originaire de Port de Salonique, elle a été expulsée 2 fois et d'Espagne et de Port de Salonique. C'est-à-dire que ça a fait une communauté mosaïque. Les magasins Kabla se trouvent dans le centre du chef-lieu de l'île. Jadis, l'un des rares centres commerciaux à proximité du marché, il se trouve aujourd'hui au cœur de la rue principale de Umtsuk. La famille Kabla célèbre Pessah, l'une des plus importantes fêtes de la religion juive, en souvenir du grand exode d'Égypte. Au cours de la veillée de Pessah, les familles juives participent à un dîner de cérémonie au cours duquel on boit 4 gobelets de vin et l'on mange le matzot, une galette de pain sans sel. Car, selon la légende, les Juifs durent fuir l'Égypte sans avoir le temps de préparer la pâte de leur pain, conformément aux recettes traditionnelles. مساجو سنخلين علشوم ما علشوم مساجو سنخلين علشوم. Il parle de la Torah, ça. ويرعوتانو مسريم عنونو تينو علينو عبودا قسا ويرعوتانو مسريم كي مش نيمار بان تحكي مالو بن يربي وهي كي تخرنا من الحما ونسبقا موعد سنينو ومي يغون لسمحا ومي باليوم طوب ما في رالي وقدور ونو مالي فانا ولا ليا. Une imprimerie à l'abandon.
Au cours de la première moitié du XXe siècle, 6 imprimeries tiraient plus de 600 ouvrages en hébreu. Exemplaire le plus important, la Torah Sefer, un ancien manuscrit des 5 livres de Moïse. Ça, on l'appelle des Sefer Torah. C'est écrit en parchemin. Ce sont des peaux d'agneau, de chevreau, il y a des peaux de gazelle. Et ça date depuis très longtemps. Et celui qui l'a écrit, au moins, il lui faut un an entier pour l'écrire, la Torah. Oui. Conférence de presse du grand rabbin de Tunisie. Nous n'avons pratiquement pas de relation avec Israël. Du point de vue politique, nous n'avons pas besoin d'Israël. Et du point de vue religieux, nous avons ici tout ce qu'il nous faut pour pratiquer notre croyance. Les femmes juives jouent un rôle de toute première importance. Traditionnellement chargées des besognes ménagères et de l'éducation des enfants, leur vie se déroule principalement au sein de la famille. La vie musulmane, bon, on a presque pareil, mais c'est pas, on a des choses, c'est pas pareil. Comme la religion, comme les fêtes, comme on n'est pas tellement pareil. Mais presque pareil. Beaucoup de choses, on est pareil. Bon, pour le manger, la cuisine, on fait du couscous pareil, on fait des boulettes aussi, on fait du purée, on fait de la mloukhia, on fait tout ça. C'est la même chose, musulmans ou juifs. Bon, sauf il y a le kasher et il y a que les juifs ils mangent pas la viande. C'est pas la même chose. La viande des juifs c'est kasher et la viande des musulmans c'est eux qui le font et c'est interdit pour les juifs. Voilà, c'est interdit. C'est pour ça. Ou bien ce n'est pas ça, c'est la même chose. Presque c'est la même chose. On y vient. Bon, la communauté juive a toujours bien vécu en Tunisie et essentiellement à Shabbat, c'est ce que je connais le plus avec les musulmans. On a pratiquement les mêmes traditions. On se comporte, les familles se comportent de la même manière avec leurs enfants et avec les membres de les différents membres de la famille. Il y a, bon, c'est normal que des fois il y a des hauts débats, mais généralement ça va, ça se passe plutôt bien. Jamais vous ne verrez une famille de pratiquants aller manger chez des chrétiens ou chez des musulmans. Parce que ça, c'est la question de kasher est très importante dans la religion des juifs pratiquants. Il n'en est pas question. Mieux, même chez moi, parce que tout le monde sait que je ne suis pas pratiquante. On fait comme si on ne savait pas, mais on sait. On vient chez moi, on ne vient pas manger chez moi. Pourtant, je suis juive. On ne vient pas parce qu'on sait que je ne fais pas kasher. Que je vais aller acheter ma viande au marché, que je ne prends pas la viande kasher, que je prends du poulet dans les magasins. Bon, donc on sait très bien. Mais on fait comme si on ne sait pas. Mais je vais vous raconter une histoire très, très drôle. Ici, je suis invité tous les Shabbats chez une amie qui fait le Shabbat. Et cette amie était obligée de partir en voyage. Elle a demandé à la sœur d'un ami qui me connaisse de s'occuper de moi pendant le Shabbat. Alors cette amie m'envoie à manger tous les vendredis soir. Elle m'envoie le manger, le couscous, les boulettes, toute la chose traditionnelle du Shabbat. Mais quand je lui renvoie la vaisselle, il ne faut pas que je la lave. Je ne dois même pas laver la vaisselle. Je le renvoie, sa vaisselle sale. Parce que si je le mélange avec ce que je lave moi, c'est pas kasher.
La chanson de Yacoub Chéri relate les liens matrimoniaux d'une jeune femme et de son vieux mari. La fabrication et la vente de bijoux sont traditionnellement entre les mains d'artisans juifs. Comme par le passé, ce sont eux qui garantissent la survie des motifs et des modèles. Les bijoux sont non seulement considérés comme placements et comme œuvres d'art, leur pouvoir magique protège également celles qui les portent. رازنا الخايب شين يا دنا ما ينقشع شجار Nous retrouvons Yacoub Chéri en compagnie de musiciens musulmans au cours d'un mariage juif. Alors que les hommes s'adonnent au plaisir de la danse et du bon vin, les femmes, serrées les unes contre les autres, restent à l'écart. Le port de la Goulette, ville de la banlieue nord de Tunis. Exemple frappant de cohabitation et de tolérance. J'ai fait toute ma scolarité primaire à l'école de la Goulette et j'avais tous mes amis et toute ma vie construite dans et autour de la Goulette. Et en fait mes expériences, vous savez, c'est un peu les expériences de tout le monde, hein, de tous les jeunes enfants qui vont à l'école, qui ont des amis. Bon, ce qui était extraordinaire en fait, c'est que d'abord tout était toujours ouvert, qu'on allait, on avait l'impression que tout ça était une seule et unique grande maison. Toutes les portes étaient en permanence ouvertes. C'était une grande famille. Je suis quand même pas un jeune homme, j'ai déjà 74 ans bientôt, et j'ai vécu personnellement tellement naturellement dans le milieu musulman toute ma vie que je n'ai jamais vraiment vu la moindre différence. J'ai toujours vécu, je viens d'une petite ville qui s'appelle La Goulette, où nous avions tant de communautés mélangées, il n'y avait pas de problème. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons vraiment aucun problème. Nous pratiquons nos traditions, notre culte tout à fait librement. Personnellement, j'ai tous mes enfants qui ont étudié à l'étranger, en France, aux États-Unis, et qui sont tous revenus naturellement en Tunisie, où nous vivons vraiment une vie. Je crois que d'ailleurs l'environnement dans lequel je vis moi-même ici, où vous me rendez visite, est la preuve que nous vivons tout à fait normalement. Quoi. En tant que Tunisien, j'ai tous mes droits dans ce pays. Et en tant que juif, je peux aller librement prier dans ma synagogue. Je n'ai jamais été arrêté, on ne m'a jamais posé de questions pourquoi je le faisais, parce que mes convictions religieuses sont juives, donc je pratique ma religion, mais je suis un Tunisien à part entière, avec ma carte d'identité nationale et avec mes activités comme tout autre Tunisien, qu'il soit d'autres religions ou d'autres croyances. Nous, en Tunisie, nous vivons librement notre nationalisme, nous vivons librement notre religion. Ailleurs, je ne sais pas comment ça se passe, mais tout ce que je sais, c'est que je suis fier d'être juif et tunisien,
et que nous vivons dans une harmonie avec une certaine fraternité entre les musulmans et nous autres qui sommes une minorité. Et il n'y a aucun signe distinctif que je suis juif, si ce n'est moi-même qui l'annonce, qui le dit très souvent autour de moi. Mais sinon, je suis un juif tunisien, je suis tunisien, quoi. Pour les minorités, par exemple les juifs, ils ont ce dont ils ont besoin, ils peuvent travailler, ils sont tunisiens, ils vont voter, ils vont... Bon, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de discrimination. On peut être critique à l'égard d'un gouvernement sur d'autres plans, mais pas sur ce plan-là en tout cas. Comme je suis responsable de l'éducation, je voudrais insister sur la tolérance. L'article 6 de notre système éducatif stipule qu'il faut élever l'enfant dans les valeurs de la tolérance et de la modération. Certes, ce sont des mots, mais il faut voir du côté de la vie. Combien d'enfants juifs, arabes, musulmans se côtoient, sont assis l'un à côté de l'autre sur le même banc d'écoliers. Ils jouent ensemble dans la cour de l'école, dans la rue. Ils se rendent visite. Ils se font des confidences, garçons ou filles. La communauté juive et musulmane à Djerba, c'est un peu comme le monde arabe et les juifs, parce que les juifs dans le monde arabe, ils sont chez eux, et spécialement à Djerba. Les juifs à Djerba, ils ont le même droit, si vous voulez dire, que les chrétiens, que les musulmans, soit les noirs, soit les blancs. Et ils ont des affaires comme tout le monde ici. Et la preuve, là, je vous fais savoir que ce bateau-là, ça appartient à un juif et celui-là, ça m'appartient. Et on collabore très bien et puis on ne fait pas de différence du tout. On ne fait même pas de remarques. Ça veut dire un juif qui se promène avec un musulman, croyez-moi que vous ne faites pas la différence entre les deux d'ailleurs, physiquement. Alors imaginez un peu socialement et on travaille la main dans la main. Le problème des autres, voilà ce que vous voulez dire, peut-être vous voulez savoir. Les problèmes des autres, ça ne nous intéresse pas. Des milliers de croyants viennent chaque année célébrer la mémoire des deux grands rabbins de Tunisie, Meyer et Shemoun. Dans la cour et les salles du Grand Fondouk, situées juste en face de la Griba, nombreux sont les pèlerins venus pour y fêter, danser, boire, manger et dormir. C'est bon. Tout a été prévu pour satisfaire l'appétit et la soif des pèlerins. Le pèlerinage est une manifestation de joie et de piété. Outre son importance religieuse, cette fête traduit le souci de chacun à retrouver ses traces, à remonter aux sources du passé, à poursuivre les traditions tout en renforçant les liens avec une communauté très souvent éparpillée dans le monde. On vient à la synagogue, on vient de Cannes, on vient de Jean Lépin, on vient d'Israël, on vient du monde entier. Tout le monde vient ici pour faire des dons, comme la mosquée, comme l'église. On vient ici faire des dons, on allume des bougies, on fait des dons, et puis voilà, on est là pour s'amuser, pour danser, pour se défouler, pour crier, et être svelte et rajeunir, voilà.
Le pèlerinage de la Griba, ce n'est pas un pèlerinage de lieu. C'était des gens qui se réunissent pour faire la fête du lac Baomer. Simplement, comme c'est une vieille synagogue, on va la visiter. Et c'est là où vient le sens du pèlerinage. Alors, il y a des croyances. Des femmes qui n'ont pas d'enfants viennent mettre un œuf sous le tabernacle où on pense que la pierre ou l'objet souvenir est là-bas. Après mangent l'œuf, des jeunes femmes qui veulent se marier. Sûrement qu'il y a beaucoup de mariages après le pèlerinage parce qu'il y a un brassage de population. Et peut-être le miracle de la Griba, ajouté à la rencontre autour d'un verre, fait que des gens se marient. Sûrement que la rencontre autour d'un verre est beaucoup plus efficace. L'intérieur de la Griba. Les pèlerins s'y rendent en y apportant leurs souvenirs et le cœur plein d'espoir. Il y en a des gens qui ont vu sauter de cette cas de Hara. Il y en a des gens qui sont sautés avant 40 ans ou plus. Ils savent la Griba. Ils savent les maisons comment ils ont habité. Ils ont venir pour visiter la Griba et pour venir voir les amis, la famille qui sont restés ici. Même ils visitent la Griba, c'est une synagogue très ancienne. Ils demandent quelque chose, ils trouvent. C'est un miracle, oui. Les bougies sont allumées pour la prière. Le tabernacle fait l'objet d'une grande vénération. Suivent les dons sous forme de fruits secs et d'eau-de-vie de figue. L'eau de la citerne est supposée être miraculeuse. On la boit, on se lave avec et on l'emmène en bouteille pour un voyage dans le passé et les souvenirs, et peut-être vers un merveilleux avenir. Voilà pourquoi le dicton selon lequel Djerba est la Jérusalem d'Afrique retrouve toute son authenticité. أنا سيرح من تاشير خلت الجنة وعيني حار